Dans les rapports sur les pertes de la Wehrmacht, il existe des colonnes intitulées « Détruit par l'artillerie » ou « À sauter sur une mine ». Mais pour l'équipage de ce canon automoteur allemand, il aurait fallu inventer une nouvelle catégorie de morts, bien plus effrayante. Ils n'ont été ni brûlés ni fusillés. Ils ont simplement été réduits en poussière avec leur fameux acier Krupp, sans qu'un seul tir efficace n'ait été porté contre le véhicule lui-même. Un officier soviétique, ancien ingénieur en génie civil, a vu sur le champ de bataille ce qui restait invisible aux yeux des autres. Il a transformé l'environnement en arme de destruction massive. C'est l'histoire de la gravité et de la résistance des matériaux devenus les alliés de l'armée rouge. Vous apprendrez pourquoi une machine allemande parfaite est devenue le tombeau de son propre équipage et quelle erreur fatale l'ennemi a commise en choisissant la position la plus sûre à première vue. Spoiler, on ne peut pas tromper la physique et le prix de l'ignorance des lois de Newton est parfois monstrueux. Juin 1944. L'opération offensive biélorusse, que les manuels appelleront « Bagration », ressemblait sur les cartes à un flux impétueux de flèches rouges transperçant la défense allemande. Mais les cartes mentent. Les cartes ne sentent pas le diesel brûlé, ni la puanteur douceâtre de la chair calcinée. Ici, sur un remblai étroit au milieu de marais infranchissables, la grande stratégie s'est brisée contre une réalité tactique brutale. L'espace opérationnel s'est transformé en un goulot d'étranglement, bouché par un unique bouchon. Et ce bouchon était fait d'acier Krupp de haute qualité. 88 mm. C'est le diamètre exact de la mort sur ce secteur du front. Le canon automoteur allemand Jagdpanther. Ce n'est pas un char, c'est un prédateur. Privé de tourelle, au profit d'une silhouette basse et d'un canon monstrueux. Le Pak 43. Il se tient 1,5 km devant, abrité dans les ruines d'un atelier d'usine en briques, et transforme méthodiquement la technique soviétique en ferraille. Pour lui, la distance est idéale. Pour nous, elle est fatale. À cette distance, son blindage frontal, disposé selon des angles d'inclinaison rationnels, est invulnérable à nos 85 mm. C'est de la physique simple. L'énergie cinétique de notre obus ne suffit pas à dépasser la limite d'élasticité de l'acier allemand à une telle portée. Nous sommes pour lui des cibles de stand de tir. Il est pour nous un mur de béton. 2 carcasses de T-34 fument déjà sur la route. Une fumée noire et grasse rase le sol, se mêlant à la brume du marais. Le premier char a reçu un coup sous la tourelle. La détonation des munitions a arraché la structure de 5 tonnes et l'a projetée sur le bas-côté, comme le couvercle d'une casserole. Le deuxième char, qui suivait, a tenté de descendre du remblai pour sortir du secteur de tir, mais les chenilles ont perdu leur adhérence sur le sol visqueux. Il s'est retrouvé de flanc. Une cible parfaite. Le deuxième tir du Jagdpanther a traversé le flanc, transformant l'équipage en une bouillie organique mêlée à des éclats de blindage brûlants. Pas de cris, pas de gémissements. Seulement le crépitement de l'huile en feu et les explosions sourdes des cartouches qui sautent à l'intérieur. L'infanterie s'est couchée. Les hommes se sont pressés dans la boue liquide du remblai, essayant de devenir plats, bidimensionnels. Les mortiers ennemis travaillent par carrés, empêchant de lever la tête. Les éclats fauchent les buissons et les corps humains avec la même indifférence. L'air tremble sous les explosions, mais à travers ce fracas perce un autre son, le coup sec et claquant du canon allemand. Chaque coup signifie qu'un nouvel obus perforant de 10 kg a franchi le mur du son et cherche sa cible. La psychologie recule ici. Il ne reste que l'instinct animal. S'enfuir, disparaître, se dissoudre dans le sol. Dans les écouteurs du casque, ce n'est que grésillements et jurons. Le commandant de bataillon, un major invisible derrière la fumée, hurle dans l'éther
à faire éclater les membranes. Il a un ordre: prendre la hauteur à midi pile. Il a un planning approuvé par l'état-major. Il a le tribunal militaire dans le dos. Il exige l'attaque. Il exige de lancer les machines restantes en avant, espérant qu'au moins une passera, qu'au moins une approchera à distance de tir efficace, à 500 ou 400 mètres. C'est un fantassin. Il ne comprend pas que le combat de chars n'est pas une charge de cavalerie. C'est une équation à multiples variables, où la vitesse du projectile et l'épaisseur du blindage comptent plus que le moral. Envoyer les chars maintenant, de front, ce n'est pas de l'héroïsme. C'est l'élimination d'une technique coûteuse et d'équipage formé. C'est un gaspillage pour lequel, à la guerre, on paie avec du sang et non de l'argent. Le lieutenant Sokolov est assis dans la coupole de commandement de son T-34-85. L'écoutille est entr'ouverte, juste assez pour assurer la ventilation, mais pas assez pour laisser passer un éclat. Il ne crie pas, il ne panique pas. Son visage, couvert d'une couche de suie et de poussière de route, ressemble à un masque. Il entend l'hystérie du commandant de bataillon, mais son cerveau fonctionne sur un autre mode. Il est ingénieur. Avant la guerre, il calculait les fermes de pont et les charges sur les poutres. Maintenant, il calcule la probabilité de mort. Il voit la situation non comme une tragédie, mais comme un problème de résistance des matériaux qui n'a pas encore de solution. Les conditions du problème sont strictes. Une route étroite, des marais sur les côtés, devant, un bunker sur chenille qui voit à travers eux. À l'intérieur du char, ça sent la sueur, le gazole et l'odeur aigre de la peur que dégage le chargeur. Le gars n'a que 19 ans. Il regarde la culasse du canon comme si c'était une icône. Le tireur, voûté, est collé au viseur, mais ses mains tremblent. Ils ont tous vu ce qui est arrivé au char de tête. Ils savent, le blindage de leur 34 fait 45 mm. Même incliné, ils ne résistent pas au coup du canon de 88. Un seul impact, et ils se transformeront en torches. Sokolov le sait mieux que les autres. Il sait que le tireur allemand tourne en ce moment les volants, choisissant la prochaine victime. Il sent ce regard à travers l'optique, froid et précis, comme le scalpel d'un chirurgien. « Quatrième, pourquoi tu restes là ?» La voix du commandant de bataillon dans les écouteurs tourne au glapissement. « En avant ! Je te traduis en cour martiale. Je te fais fusiller devant le rang. » Sokolov expire lentement l'air à travers ses dents serrées. Sa main est sur le bouton de l'interphone, mais il n'appuie pas. Répondre est inutile. Expliquer qu'une attaque frontale est une mort garantie prendrait trop de temps. Le major voit une carte. Sokolov voit l'embrasure de la mort. Entre eux, il y a un gouffre d'incompréhension que seuls des chars calcinés pourraient combler. Devant, dans la brume grise, parmi l'amas de béton et d'armature, on devine à peine la silhouette prédatrice du Jagdpanther. Il ne tire pas. Il attend. Il économise ses munitions, sachant que les Russes ne pourront aller nulle part ailleurs que sur cette unique route. Cette attente est pire que la canonnade. C'est le silence de l'échafaud avant que la hache ne tombe. Le lieutenant reporte son regard sur les instruments. Température de l'huile normale, régime moteur au ralenti. Le diesel ronronne, faisant vibrer tout le corps de 12 cylindres. 32 tonnes d'acier soumises à sa volonté. Un outil puissant. Mais tout outil est inutile s'il est mal utilisé. Enfoncer des clous avec un microscope est stupide. Essayer de percer le front d'un Jagdpanther avec un perforant standard à 1,5 km est criminel. Il faut une autre approche. Il faut trouver une variable que le commandant allemand n'a pas prise en compte. Sokolov regarde dans l'épiscope non comme un soldat cherchant l'ennemi, mais comme un bâtisseur évaluant une structure. Les ruines de l'atelier. C'est une ancienne usine de produits en béton armé.
Le canon automoteur allemand se tient en profondeur, utilisant les débris de murs comme écran supplémentaire. Au-dessus de lui surplombe une visière massive, reste du plancher du deuxième étage. Une énorme dalle de béton tenant par miracle sur une armature rouillée. Les Allemands sont intelligents. Ils ont choisi la position idéale. Le secteur de tir couvre la route, les flancs sont protégés par les murs, au-dessus, un toit contre l'aviation et les tirs plongeants de mortier. Une forteresse. Mais toute forteresse a un architecte, et tout matériau a une limite de résistance. Le béton aussi se fatigue. Sokolov détache son regard de l'épiscope. Ses yeux se sont plissés. Dans sa tête, au lieu des pensées paniques sur la mort, commencent à s'aligner des vecteurs de force. Le poids de la dalle, l'angle d'appui, l'épaisseur de la colonne porteuse. Si on ne peut pas percer le blindage, peut-être faut-il frapper autre chose que le char. Dans les documents réglementaires, il n'y a pas de paragraphe sur la lutte contre les formes architecturales. Les manuels de tir ne disent pas comment calculer la chute d'un plancher. Mais la guerre n'est pas le règlement. La guerre est un chaos qu'il faut ordonner par n'importe quel moyen disponible. Et si la physique travaille contre nous dans un duel frontal, alors il faut forcer la gravité à travailler pour nous. « Pilote, coupe les moteurs », commande brièvement Sokolov. Un silence perplexe s'installe dans les écouteurs. L'équipage attendait l'ordre en avant ou en arrière. L'ordre « coupe le moteur » au milieu du combat sonne comme le délire d'un fou. « Coupe, j'ai dit !» La voix du lieutenant est ferme, comme le métal de la culasse. « Et écoutez mon commandement. Nous n'allons pas attaquer. Nous allons résoudre un problème. » Le moteur a toussé et s'est tu. La vibration a disparu. On entend maintenant les éclats cliqueter sur le blindage, comme la grêle sur un toit de tôle. Sokolov ouvre sa tablette cartographique. Des doigts sales, au mazout incrusté sous les ongles, serre un crayon. Sur la feuille de papier, par-dessus les signes topographiques, apparaissent les premières lignes. Pas de la tactique, de la géométrie. L'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. La masse multipliée par l'accélération de la chute libre. C'est de la folie. C'est la seule chance. Le char n'est plus une machine de combat. C'est maintenant juste un point d'artillerie stationnaire et son équipage, des ingénieurs démolisseurs qui ont, à la place de la dynamite, 85 mm d'acier et d'explosifs. « Chargeur !» La voix de Sokolov est devenue calme, presque quotidienne. « Prépare un obus explosif brisant. »« Camarade lieutenant, sur les chars, c'est du perforant !» commence timidement le tireur. « Fin de la discussion. Explosif. Fusée sur retardement. Nous n'allons pas tirer sur le char. Nous allons tirer sur ce qui le tient. » Le silence dans le char est devenu dense, tangible. Dehors, l'enfer continuait, mais ici, à l'intérieur, le temps a ralenti, se soumettant au rythme de la pensée d'un seul homme. Sokolov a regardé sa montre. L'aiguille des secondes hachait le temps en parts égales. Ils avaient peut-être 5 minutes avant que les Allemands ne décident d'achever la cible immobile. 5 minutes pour recalculer les lois de la physique à leur avantage. La tablette s'est posée sur les genoux. Le crayon a touché le papier. Le calcul a commencé. Les données sont insuffisantes. Le calcul d'ingénierie ne tolère pas l'approximation. Et l'épiscope de la coupole donne une image déformée. À travers le verre trouble, rayé par les balles, le monde se désintègre en fragments. Sokolov voit la cible, mais ne voit pas sa vulnérabilité. Il a besoin des angles. Il a besoin d'évaluer l'intégrité des structures porteuses. Il a besoin du panorama complet de ce cimetière architectural. Rester à l'intérieur de 30 tonnes d'acier est sûr, mais inutile. Pour résoudre le problème, il faut changer de point de vue. Le lieutenant jette le crayon. La décision est prise. Ce n'est pas un élan de bravoure, c'est une nécessité professionnelle. Je sors.
Ne pas se montrer. Attendre les ordres. La voix dans l'interphone sonne sèchement, comme un crépitement d'électricité statique. L'écoutille se rabat avec un lourd fracas métallique. Le vacarme fait irruption à l'intérieur de la tourelle, un bruit que le blindage étouffait auparavant en un bourdonnement insupportable. Maintenant, la guerre résonne à pleine puissance. Le sifflement des ricochets, le grondement des explosions, le chuintement des éclats. Sokolov s'extrait de l'écoutille, glissant le long du blindage incliné de la tourelle jusque dans la boue liquide du remblai. Ici, en bas, le monde ne sent pas le gazole, mais la terre humide et la matière organique décomposée des marais. Il se plaque au sol de tout son corps. Il n'est plus commandant de peloton de chars. Il est maintenant un fantassin, dont la vie dépend de la hauteur de sa silhouette. Plus on est bas, plus on vit longtemps. Il rampe en avant, jouant des coudes et des genoux. La boue s'infiltre dans ses manches, lui glace le ventre. Au-dessus de sa tête, à 50 cm de hauteur, l'air est cousu de trajectoires. S'il lève la tête un peu plus haut, une rafale de mitrailleuse lui découpera la boîte crânienne comme une fraiseuse. Mais il n'y a pas de peur. Il y a une concentration extrême. Sokolov compte les mètres. Il doit atteindre un entonnoir d'obus de 105 mm qui se trouve 30 mètres devant. De là, du bord de cette plaie déchirée dans la terre, s'ouvre une vue sur la façade de l'atelier. 30 mètres, c'est une éternité. Chaque mouvement est calculé. Il roule par-dessus un arbre abattu, sentant dans son dos la vibration du sol due à une explosion proche. Un éclat s'enfonce en sifflant dans la boue à 5 cm de son visage. Le métal est brûlant, de la vapeur s'en échappe. Sokolov ne cligne même pas des yeux. C'est juste de la balistique. L'obus a déjà explosé, l'éclat a déjà perdu son énergie cinétique. Seul ce qui vole encore représente un danger. Il glisse dans l'entonnoir. Ici, on peut reprendre son souffle et sortir les jumelles. Il essuie les lentilles avec le doigt. Le lieutenant, millimètre par millimètre, hisse les oculaires au-dessus du parapet. L'image tressaute, puis devient nette. Le voilà. Le Jagd Panther. À travers l'optique, il paraît énorme. Une bête prédatrice, trapue, tapie dans l'ombre. Mais Sokolov ne regarde pas la machine allemande. Il regarde ce qui l'entoure. Un soldat ordinaire voit des ruines. Un ingénieur voit un schéma de charge. Le canon automoteur allemand s'est piégé dans un sac de béton. Il se tient sous les restes du plancher du 2e étage, entre 2 colonnes préservées. Au-dessus, surplombe une dalle de béton armée. Énorme, d'un poids de 15 tonnes, pas moins. Sokolov commence l'analyse. Il voit des fissures parcourant le support gauche. Le béton s'y est effrité, mettant à nu l'armature rouillée. L'armature travaille en traction, mais le béton dans la zone de compression est déjà détruit par les bombardements précédents. La structure est en état d'équilibre instable. C'est un schéma d'accident classique. La dalle tient par miracle et par la force de frottement. Le commandant allemand se sent en sécurité sous cette visière. Il est à l'abri des avions d'attaque Il-2. Mais il ne comprend pas qu'il est assis dans une souricière dont le ressort est déjà tendu. Le regard de l'ingénieur glisse sur les détails. L'angle d'inclinaison de la dalle est d'environ 10 degrés. Si l'on abat le support, le vecteur de la force de gravité dirigera toute la masse verticalement vers le bas, avec un léger décalage vers l'arrière du canon automoteur. Hauteur de chute, 4 mètres. L'énergie potentielle de cette masse est colossale. L'impact d'une dalle de 15 tonnes tombant de 4 mètres équivaut à un coup direct d'une bombe d'aviation de gros calibre. Le blindage du Jagd Panther est conçu pour des impacts ponctuels de munitions cinétiques, mais il n'est pas conçu pour une charge répartie d'une telle ampleur.
Le toit de la casemate allemande est fin, seulement 16 mm. Il ne résistera pas. Il se pliera comme une boîte en carton. Sokolov baisse les jumelles. Le plan est prêt. Ce n'est plus un combat. C'est une démolition contrôlée de bâtiments utilisant le calibre 85 comme outil. Il fait demi-tour et rampe en sens inverse. Le chemin du retour semble plus rapide. L'adrénaline de la solution trouvée fouette les muscles. Il sait quoi faire. L'équation est résolue. Il n'y a plus d'inconnu. Un bond, et il est de nouveau sur le blindage. Son corps se glisse dans l'écoutille. Les lourds couvercles se referment, coupant le bruit de la guerre. À l'intérieur du char, règne un silence relatif, troublé seulement par la respiration de l'équipage. Le tireur et le chargeur regardent le commandant avec espoir et peur. Ils voient son visage sale, ses yeux brillants. Ils attendent l'ordre de battre en retraite ou de mourir. Mais Sokolov fait ce à quoi ils ne s'attendent absolument pas. Il sort sa tablette. Sur la carte raturée de notes se pose une feuille de papier d'emballage gris. De ses doigts sales tremblants de tension, il commence à dessiner. Ce n'est pas un schéma tactique d'attaque. C'est un croquis. 2 lignes verticales, les colonnes. Une horizontale, la dalle. Les vecteurs de force. Une croix au point de tension. « Regarde ici, sergent. » Sokolov pointe le doigt sur le dessin, s'adressant au tireur. « Oublie le char. Il n'y a pas de char. Il y a un support. Tu vois ?» Le tireur, clignant des yeux, regarde les gribouillis. « Je vois, camarade lieutenant. Un poteau ? Pas un poteau, une colonne porteuse, béton armé, section 40 par 40, armature renforcée. Pour l'instant, elle tient ce truc-là. Il entoure la dalle d'un trait gras. Notre tâche n'est pas de percer l'allemand. Notre tâche est de couper cette colonne. » L'équipage se tait. Ils échangent des regards. Le chargeur, un simple gars de la campagne, ouvre la bouche. Dans ses yeux, on lit la pensée que le commandant est commotionné. Tirer sur des poteaux, alors que la meilleure machine anti-char de la Wehrmacht vous vise, cela contredit tout ce qu'on leur a appris à l'école militaire. Un char doit tirer sur un char, avec des perforants, dans la silhouette. « Camarade lieutenant, » commence le chargeur. « Mais c'est de la pierre, ça va ricocher. Et l'Allemand, il nous verra dès qu'on bougera. »« Il nous verra, » hoche Sokolov, continuant de tracer les angles d'impact de l'obus avec le béton. « Il nous verra forcément. Nous aurons le temps pour 2, maximum 3 tirs. Le premier pour régler le tir à l'explosif, dans le plafond. Pour soulever la poussière, aveugler son optique. Le deuxième au perforant, dans la base de la colonne. Précisément dans la base, là où le béton est déjà fissuré. Là, l'armature est à nu. Si on coupe les tiges, la gravité fera le reste. Il lève les yeux vers l'équipage. Un regard dur, froid. Aucune folie. Seulement du calcul. Ce n'est pas une demande, soldat. C'est de la physique. Soit on lui fait tomber cet atelier dessus, soit il nous brûle avec tout le bataillon sur cette route. Il n'y a pas d'autres options. Sokolov essuie la boue de son visage, laissant des traînées noires. Pilote, démarre. On sort à mi-corps. Tireur, distance 500. Cible, support gauche du plancher. Correction d'avance, 0. Écoutez mes corrections. On travaille comme sur un chantier, précis et rapide. Le moteur a rugi, crachant un nuage de fumée bleutée. Le char a tressailli, prenant vie. L'intellect a fini son travail. Maintenant commençait le travail des réflexes et de la mécanique. Mais à la base de chaque mouvement des leviers, de chaque tour de volant, il n'y avait plus un ordre aveugle, mais un schéma d'ingénierie précis,
tracé d'un doigt sale sur un bout de papier. Les patins des chenilles mordent dans l'argile gorgée d'eau. 32 tonnes d'acier se mettent en mouvement. Ce n'est pas une charge de cavalerie, c'est le travail lourd et laborieux de mécanismes fonctionnant à la limite. Le diesel V234 rugit à 2000 tours, projetant vers le ciel une colonne de suie noire. Le pilote débraie et le char, tremblant de tout son corps, sort de l'abri. Nous sortons à la lumière. Nous entrons dans la zone de mort. La distance se réduit. 500 mètres. 480. Dans le viseur du tireur, le monde se rétrécit à la croix des fils. Le secteur de vision est limité, mais même dans ce couloir étroit, on voit l'essentiel. Le yak de Panther ne dort plus. Le prédateur a senti le mouvement. Le long canon du PAC 43, semblable à un poteau télégraphique, commence lentement, presque paresseusement, à tourner dans notre direction. C'est une géométrie effrayante. La vitesse de rotation du canon automoteur allemand n'est pas grande, mais il n'a pas besoin de tourner comme une toupie. Il lui suffit de pivoter le châssis de 3 degrés. Les mathématiques sont ici simples et impitoyables. Si la bouche du calibre 88 s'aligne avec l'axe de notre char avant que nous ne tirions, nous sommes morts. Le temps de vol de l'obus allemand à cette distance est de moins d'une demi-seconde. Nous n'entendrons même pas le son du coup. Nous cesserons simplement d'exister. « Pivot à gauche! Halte courte !» hurle Sokolov, couvrant le grondement du moteur. Le char a une secousse et se fige. Nous sommes à découvert. Le blindage de la coque, ces misérables 45 mm, semble maintenant fait de papier. Nous sommes une cible au stand de tir. Le tireur allemand nous voit maintenant de toute sa hauteur. Il voit nos réservoirs de carburant sur les flancs. Il voit l'écoutille du pilote. Il a déjà posé la main sur la détente. « Explosif! Dans le plancher !» L'ordre du lieutenant claque aux oreilles à travers l'interphone. Le tireur se fige. Une seconde d'hésitation qui peut coûter la vie à tout l'équipage. Ses mains, entraînées par des années d'exercice, se tendent par réflexe vers les volants pour amener le repère sur le blindage frontal de l'ennemi. C'est l'instinct. Tu vois un char, tu tapes dans le char. Le règlement stipule, pour détruire des cibles blindées, utiliser des obus perforants traçants. Tirer à l'explosif sur un monstre de 70 tonnes est absurde. C'est comme jeter des pierres sur une locomotive. L'obus explosif de 9,5 kg va juste éclater en éclaboussures de métal sur l'acier sémenté croupe. « Au plafond, j'ai dit! Plus haut !» La voix de Sokolov tourne au rugissement. Il voit le doute dans le dos du tireur. Il comprend. Briser le règlement sous la gueule d'un canon allemand est plus effrayant que de partir à l'assaut. Pas dans le blindage, dans le béton. Aveugle-le! À l'intérieur de la tourelle, l'air vicié s'épaissit de tension. Le chargeur, respirant lourdement, pousse dans la culasse une grenade à fragmentation O365. Le claquement de la culasse à coin sonne comme une sentence. Dans ce son, il n'y a pas d'héroïsme, seulement une inévitabilité métallique. Chargé. Le tireur, avec effort, surmontant le tremblement de ses doigts, tourne le volant de hausse. La croix du viseur grimpe. Du front blindé du canon automoteur allemand, de son masque de canon, plus haut, vers l'obscurité grise et ébréchée sous la voûte de l'atelier. Là où surplombe la dalle de béton, c'est contre nature. Cela contredit toute la logique du combat de char. Mais il n'y a pas le temps de discuter. La pupille noire du canon allemand nous regarde presque déjà au visage. Feu! Le char saute sur ses suspensions. 85 mm de fureur jaillissent du canon. Le recul de l'arme frappe la butée. La douille tombe sur le plancher du compartiment de combat avec un tintement sourd, ajoutant à l'odeur de gazole
l'arôme âcre et acide de la poudre brûlée. L'obus part à une vitesse de 792 mètres par seconde. Ce n'est pas juste un morceau de métal, c'est un vecteur d'énergie cinétique multiplié par 700 grammes d'explosifs. Sokolov ne cligne pas des yeux. Il regarde dans l'épiscope, fixant le point d'impact. Impact. L'obus n'atteint pas le blindage allemand. Il s'écrase contre le bord inférieur de la voûte en béton, juste au-dessus de la casemate du Jagdpanther. La fusée à action instantanée fonctionne normalement. Éclair. Un fracas qu'on entend même à travers le blindage. Ce n'est pas une pénétration, c'est un coup de masse sur du plâtre. L'onde de choc et les éclats d'acier mordent dans le vieux béton fatigué. Mais l'essentiel, ce ne sont pas les éclats. L'essentiel, c'est la poussière. Une poussière de ciment pressée depuis des années, des miettes de briques, des morceaux de chaux. Tout cela se transforme instantanément en un nuage dense et impénétrable. Il recouvre le canon automoteur allemand d'un linceul gris. La gravité tire ces débris vers le bas. Une avalanche de petits gravats et de poussière de béton s'abat sur la partie supérieure de la machine allemande, ensevelissant les épiscopes, bouchant les fentes d'observation, recouvrant l'optique des viseurs. L'Allemand est aveugle. Le Jagdpanther tire à l'aveuglette. Le canon tressaute, crachant une langue de feu. L'obus passe au-dessus de la tourelle du T-34, déchirant l'air avec un hurlement sinistre. Le choc du vide au passage du projectile frappe les oreilles même à travers le casque. Derrière, à 50 mètres, un vieux pin explose, transformé en copeaux. S'ils avaient tiré une demi-seconde plus tôt, ces copeaux seraient été nous. Dans l'éther, le silence, troublé seulement par la respiration lourde de l'équipage. Le plan a fonctionné. La physique a fonctionné. Le tireur allemand ne voit plus devant lui un char russe, mais un brouillard gris. Il lui faut du temps. Il lui faut essuyer l'optique. Il faut que la poussière retombe. Il panique. La machine allemande, tueuse parfaite, s'est révélée impuissante face à la boue et aux débris. Mais ce n'est que le début. Nous avons gagné des secondes, pas le combat. La poussière va retomber. L'ennemi n'a pas disparu. Son blindage est intact. Son canon est chargé. Nous avons simplement posé un écran de fumée, sauf qu'au lieu de fumée, c'est du béton. « Chargez un perforant !» commande Sokolov. Sa voix est devenue sèche et dure comme du papier de verre. « Correction, gauche 2, bas 0,5. Cible, le support, la colonne porteuse. » Le chargeur tire déjà du râtelier une lourde cartouche unitaire avec un projectile à tête plate. Ses mains sont pleines d'huile. La sueur lui inonde les yeux. Il travaille comme un automate, mais son regard a changé. Il a vu que la folie du commandant a donné un résultat. Nous sommes vivants. Sokolov regarde sa montre. Il ne s'est écoulé que 12 secondes depuis le début du duel. 12 secondes durant lesquelles ils ont eu le temps de renaître. Maintenant commence le vrai travail. Maintenant, il ne s'agit plus d'effrayer, mais de casser. Devant lui, ce n'est plus un char ennemi. Devant lui, c'est une structure qu'il faut démonter. Et il a entre les mains le meilleur outil de démolition au monde. Un projectile d'acier de 9 kg 200 grammes accéléré à une vitesse supersonique. Le char tressaille de nouveau. Les culasses claquent. Sokolov trace mentalement la trajectoire. Angle d'impact, 90 degrés. Distance, mortelle. Résistance du béton contre résistance de l'acier. Nous allons maintenant tester ces murs allemands à la compression. « Prêt !» hurle le chargeur. « Feu !» expire Sokolov. Le deuxième acte du drame d'ingénierie commence. Impact. Le monde à l'intérieur du char s'effondre en une seule étincelle aveuglante.
le son disparaît, évincé par un tintement monstrueux et vibrant qui pénètre non par les oreilles, mais directement par les os du crâne. Ce n'est pas une pénétration, c'est un ricochet. L'obus allemand, tiré à l'aveuglette à travers le nuage de poussière de béton, a glissé sur la joue de la tourelle. Un coup tangent. Si l'angle d'impact avait été inférieur de 2 degrés, le projectile de 88 mm serait entré dans le compartiment de combat, transformant l'équipage en hachis. Mais cette fois, la physique a joué pour nous. L'obus est parti dans le ciel, laissant sur le blindage un sillon incandescent profond comme la paume et une odeur de métal brûlé, vive comme un coup de fouet. Sokolov secoue la tête. Un mince filet de sang coule de son nez. Des capillaires ont éclaté à cause du changement de pression. Dans les oreilles, un bourdonnement ouaté à travers lequel perce à peine le rugissement du moteur. Pas de peur, pas le temps pour la peur. Il n'y a que la constatation froide du fait. L'Allemand est vivant, l'Allemand est dangereux, l'Allemand règle son tir. Nous avons quelques secondes avant qu'il n'essuie son optique ou que le vent ne dissipe l'écran. « Rapport !» La voix du lieutenant sonne sourdement, comme sortant d'un tonneau. « Vivant !» râle le tireur. Il s'est agrippé au volant, les doigts blanchis. Il tremble, mais ce n'est pas la panique, c'est la vibration des nerfs surtendus. Sokolov se colle à l'épiscope. La poussière retombe lentement. Dans la brume grise apparaît le contour de la cible. Pas du char. Le char n'est maintenant qu'un décor. La cible, c'est le support gauche du plancher. Une colonne en béton armé, déjà endommagée par le temps et l'artillerie. Pour l'instant, c'est un atlas portant le ciel sur ses épaules. Et ce ciel pèse 15 tonnes. « Perforant !» commande Sokolov. Il ne crie pas, il dicte les conditions du problème. Cible, base de la colonne, niveau du sol, là où l'armature sort des fondations. Il y a du perforant, répond le chargeur. À l'intérieur du char commence un travail lourd et rythmé. Ici, pas de place pour les beaux gestes. C'est un atelier d'usine où l'on produit la mort. Le chargeur, un gars costaud au dos large, fonctionne comme un piston. Il arrache du râtelier une munition de 16 kilos. Le métal lourd et froid glisse dans ses mains vileuses. Rotation du corps, poussée. L'obus entre dans la culasse avec un claquement. Le poing du chargeur frappe l'obus, l'envoyant dans la chambre. Le coin de culasse remonte avec un clic prédateur, verrouillant le canon. Prêt! Feu! Le char tremble. Le recul du canon frappe violemment en arrière, éjectant la douille fumante. Elle tombe au sol avec un tintement métallique, roulant sous les pieds. La fumée âcre de la poudre brûlée encrasse les poumons, irrite la gorge. Le ventilateur sur le toit de la tourelle bourdonne, essayant d'aspirer les fumées, mais n'y arrive pas. Dans l'épiscope, Sokolov voit le résultat. L'obus frappe pile à la base de la colonne. Pas d'éclair. Le projectile est plein, sans explosif. Il n'y a que le choc de l'énergie cinétique. Des éclats de béton volent. Un morceau de colonne de la taille d'une tête humaine disparaît simplement, transformé en gravat. Le squelette du bâtiment apparaît. Des barres d'armature rouillées et torsadées, épaisses comme un doigt. Elles tremblent sous le choc. La calamine s'en détache. La colonne a tenu. Le béton est un matériau résistant à la compression. Il tient la charge. Mais nous n'avons pas l'intention de le comprimer. Nous avons l'intention de le couper. Procourt, constate sèchement Sokolov. Plus haut d'un demi-mètre, tape dans le joint. Il faut effriter le béton, ne laissez que le fer. Le fer pliera sous la charge. Compris, commandant. Plus haut d'un demi-tour. Cadence, au travail. Ne le laissez pas reprendre ses esprits. C'est un duel, non pas avec le Jagdpanther,
mais avec la résistance des matériaux. L'équipage allemand, probablement, s'agite à l'intérieur de sa boîte en acier, essayant de comprendre pourquoi les Russes tirent à côté. Ils entendent les coups contre les murs de l'atelier, entendent le fracas des effondrements, mais ne comprennent pas le plan. Ils attendent un coup frontal, se préparent à recevoir la mort dignement, face à face. Mais la mort arrive par le côté, sous la forme d'un démontage méthodique de leur abri. Feu! Deuxième tir. De nouveau le choc. De nouveau le tintement de la douille. De nouveau le nuage de fumée. L'obus s'écrase au même endroit, un peu plus haut que le premier impact. Le béton ne tient pas. Une énorme plaque se détache de la colonne, mettant à nu la cage d'armature sur un demi-mètre. On voit maintenant les barres commencer à se courber à peine visiblement. L'énorme masse de la dalle de plancher pèse par-dessus. Auparavant, la charge était répartie sur toute la section du béton. Maintenant, tout le poids repose sur une dizaine de barres d'acier. Elles travaillent à la limite d'élasticité. Sokolov le voit. Il est ingénieur. Il sent la tension du métal comme un médecin sent le pouls. « Encore !» rugit-il. « Encore une fois, au même endroit. Achève-le. Déchire l'armature. » Le chargeur râle déjà. La sueur lui inonde les yeux, lui brûle la peau. Ses mains glissent sur les douilles. Les mouvements deviennent saccadés, mais la cadence ne baisse pas. C'est un convoyeur. Prendre, se tourner, charger. Prendre, se tourner, charger. Toutes les 8 secondes, un coup. Toutes les 8 secondes, 9 kg d'acier volent dans le béton. L'Allemand riposte. À travers la poussière qui retombe, le Jagdpanther lâche une salve de réponse. L'obus passe à droite, déchirant l'air. L'onde de choc frappe la coque du 34 comme un marteau. Le char tangue. Quelque part dehors, une caisse d'outils arrachée s'envole avec fracas. « On s'en fout !» hurle Sokolov, voyant le tireur rentrer instinctivement la tête dans les épaules. « Ne le regarde pas! Regarde le support !»« On ne va pas le battre au tir, on va l'enterrer. Feu !» Le troisième obus frappe la colonne mutilée. Le son de l'impact est différent. Ce n'est pas un coup sourd contre de la pierre, c'est un grincement aigu et strident de métal contre métal. Le projectile sectionne l'une des barres porteuses. Gerbe d'étincelles. La colonne a frémi. On voit à l'œil nu des fissures capillaires courir sur toute la longueur du support. La dalle au-dessus a bougé. De la poussière et de petits cailloux en sont tombés, martelant le blindage du canon automoteur allemand. La structure a perdu sa statique. Maintenant, elle tient sur la dynamique de la destruction. Le processus est lancé. À l'intérieur du char, il fait une chaleur de haut fourneau. La ventilation brasse de l'air brûlant. La vareuse sur le dos de Sokolov est devenue noire de sueur. Il ne se détache pas de l'instrument d'observation. Il voit le Jagdpanther commencer à bouger. Le commandant allemand a enfin compris. Il a compris que le toit au-dessus de sa tête n'est pas une protection, mais une condamnation. Les chenilles de la machine allemande commencent à tourner, broyant la poussière de briques. Il essaie de reculer, de sortir de dessous la visière. « Il part !» crie le tireur. « Il ne partira pas !» La voix de Sokolov teinte de tension. « Charge ! Le dernier ! Dans le nœud ! Brise-la définitivement !» Plus le temps pour les calculs. Il n'y a que l'intuition et la force brute. La machine allemande, moteur rugissant, rampe en arrière, tentant d'échapper au piège de pierre. La colonne, courbée en arc, gémit. L'armature teinte, éclatant barre après barre. Elle a besoin d'une dernière poussée. Le dernier argument du calibre 85. Le chargeur, rugissant d'effort, enfonce l'obus. La culasse claque. Prêt. Sokolov ferme les yeux une seconde, imaginant le vecteur de force. Frappe. Le coup de feu se confond avec un battement de cœur.
Le char saute en arrière. Dans l'épiscope, Un éclair d'étincelle à la place de la colonne. L'obus frappe exactement dans la courbure de l'armature, faisant sauter les dernières tiges intactes. Le support disparaît dans un nuage de poussière de béton. Pendant une fraction de seconde, le silence s'installe. On dirait qu'il ne s'est rien passé. La dalle est suspendue en l'air, violant toutes les lois de la gravité. Mais ce n'est que l'inertie de la vision. On ne peut pas tromper la physique. Le point d'appui est détruit. L'équilibre est rompu. La gravité, force grande et impitoyable, entre dans ses droits. D'abord, rien ne se passe. Des fractions de secondes qui semblent des heures. Le support gauche, sectionné à la base par l'obus perforant, disparaît. Mais la massive dalle de béton armée du plancher, pesant 15 tonnes, est toujours suspendue en l'air. C'est l'instant de l'illusion d'optique, quand l'inertie du repos lutte contre l'inévitabilité de la chute. L'armature au cœur du béton gémit. Ce son, un grincement bas et viscéral, est audible même à travers le rugissement des moteurs. C'est le son d'une structure qui meurt. Puis la physique reprend ses droits. Le bord de la dalle tressaille et part vers le bas. Lentement, à contre-cœur, comme dans un rêve. Mais c'est une lenteur trompeuse. L'accélération de la chute libre, 9,8 mètres par seconde carrée, commence son travail. La gravité, la force la plus ancienne et la plus impitoyable de l'univers, entre au combat du côté de l'armée rouge. Elle n'a pas besoin de poudre ni d'amorce. Elle n'a besoin que de masse et de hauteur. Et ici, il y a les deux en abondance. Le conducteur du Jagdpanther le voit. À travers son épiscope, il ne voit pas un ennemi, mais le ciel qui tombe. Il fait la seule chose qu'un homme peut faire dans une boîte en fer. Il écrase la pédale d'accélérateur au plancher. Le moteur Maybach rugit, crachant des nuages de fumée bleutée. Les chenilles tournent à une vitesse folle en arrière, tirant des étincelles des pierres. Le colosse d'acier de 45 tonnes a une secousse, essayant de s'arracher au piège. Trop tard. Le calcul du temps s'est avéré plus précis que le calcul de la manœuvre. La dalle s'effondre. Ce n'est pas une explosion. Une explosion est un éclair instantané, une expansion de gaz, une onde de choc. Ici, tout est différent. C'est le coup sourd, lourd, tout-puissant d'un marteau sur une enclume. Le monolithe de béton frappe le Jagdpanther à plat, se décalant légèrement vers l'arrière de la casemate. Le coup porte sur l'endroit le plus faible, le toit du compartiment de combat. 16 mm de blindage. C'est une protection contre les éclats, contre les rafales de mitrailleuses, peut-être contre les obus de mortier léger. Mais ce n'est pas une protection contre un bâtiment qui tombe. Le bruit de l'impact est terrible. C'est un craquement fort et sec d'acier qui rompt, mêlé au fracas de la pierre qui s'effrite. Le char n'est pas simplement aplati, il est enfoncé dans la terre. La suspension, les barres de torsion, les galets, tout cela s'effondre instantanément, éclate, projetant ressorts et boulons sur les côtés. Le fond de la machine se pose sur le sol, faisant jaillir de dessous des fontaines de boue. Le long canon du Pak 43, fierté de l'ingénierie allemande, pique vers le bas, laboure la terre et se plie comme du fil d'aluminium. Le frein de bouche s'enterre dans la brique cassée. La silhouette prédatrice du chasseur de chars disparaît. À la place de la redoutable machine de guerre, il ne reste sous un tas de débris qu'un amas de métal aplati et déformé. Le silence tombe instantanément. Le moteur de l'Allemand a calé. Il n'a pas été coupé, il a été étouffé. La dalle effondrée a bouché les prises d'air, écrasé les tuyaux d'échappement, broyé le compartiment moteur. Le cœur de la machine s'est arrêté.
Plus de cliquetis de chenilles, plus de hurlements de transmission, plus de rotation menaçante du canon. Il n'y a qu'un nuage de poussière de ciment épaisse et grise qui s'étale lentement, paresseusement dans toutes les directions, enveloppant le lieu de l'exécution comme un linceul. À l'intérieur du T-34, personne ne crie « Hurrah !». L'équipage est assis, abasourdi par le spectacle. Le tireur se détache du viseur, les yeux écarquillés. Il a vu des chars brûlés. Il a vu des tourelles voler sous l'effet de l'explosion des munitions. Mais il n'a jamais vu un char se transformer en boîte de conserve sous une presse. Ce spectacle est contre nature pour un tankiste. Il ne provoque pas la joie, mais la stupeur. Un frisson froid lui parcourt l'échine. Sokolov regarde dans l'épiscope. Son visage est de pierre. Pas d'émotion. Il n'y a que l'analyse du résultat. Le problème est résolu. L'équation est juste. La variable inconnue Jagdpanther est éliminée de la formule du combat par la méthode de l'exclusion physique. « Pilote, coupe le moteur », dit-il doucement. Le moteur du char soviétique se tait. On entend maintenant la poussière retomber, le bruissement du sable sur le blindage. De petits cailloux tapent sur la coque. Quelque part dans les ruines, un morceau d'armature tombe avec un léger tintement. Et plus rien. Pas un son sous la dalle. Un silence absolu, mortel. Ce calme est plus effrayant que le fracas de la canonnade. Là, sous des tonnes de béton, se trouve maintenant l'équipage. 5 hommes. Des soldats allemands. Des ennemis. Une seconde plus tôt, ils étaient une menace mortelle, le sommet de la chaîne alimentaire de cette guerre. Maintenant, ils ne sont plus. Et leur mort n'a pas été héroïque dans une fusillade, mais horrible, instantanée et sans issue. Ils ont été écrasés par leur propre abri. L'erreur d'ingénierie de leur commandant, qui a choisi cette position, leur a coûté la vie. Le calcul d'ingénierie de Sokolov a exécuté la sentence. C'est fait, expire le chargeur. Il s'essuie les mains avec un chiffon, et ce geste quotidien semble maintenant déplacé. En galette, comme un crapaud sous un rouleau compresseur. Sokolov ne répond pas. Il ouvre l'écoutille. L'air frais, bien que sentant le brûler, s'engouffre dans la tourelle. Le lieutenant se penche au dehors. La poussière est assez retombée pour voir les détails. Le tableau impressionne par sa monumentalité. Les ruines de l'atelier ont changé de géométrie. Là où il y avait une arche et de l'ombre, il y a maintenant un tas de débris. Et de ce tas, comme un bras cassé, dépasse le canon tordu de la pièce allemande. C'est un monument à la victoire de l'esprit sur la force. La puissance brute du calibre 88, l'épais blindage frontal, l'acier sémenté, tout cela s'est avéré inutile face aux lois de Newton. Sokolov regarde son œuvre non comme un tueur, mais comme un bâtisseur, qui a effectué le démontage complexe d'un objet en péril. Simplement, cette fois, l'objet du démontage était l'ennemi. Il sort une cigarette, pétrit le bout en carton avec ses doigts sales. Ses mains ne tremblent pas. Le tremblement est parti avec le dernier coup de feu. Maintenant est venue la fatigue. Une fatigue lourde, de plomb, qui pèse sur les épaules. Le cerveau qui a fonctionné ces 10 dernières minutes en régime forcé réclame du repos. « Camarade lieutenant !» La voix du tireur sonne incertaine. Et si elle n'était pas tombée, si l'armature avait tenu? Sokolov craque une allumette. La petite flamme s'allume, éclairant son visage taché de suie et d'huile. Il tire une profonde bouffée, garde la fumée dans ses poumons, puis expire lentement un jet vers l'ennemi vaincu. Le béton se fatigue toujours.
dit-il doucement. Et le fer? Le fer a une limite d'élasticité de 2400 kg par centimètre carré. Je connaissais la marque de l'acier. Je connaissais la charge. Il n'y a pas de miracle, sergent. Il n'y a que la résistance des matériaux. Il regarde la route. La voie est libre. Le bouchon a sauté. Le bataillon, figé dans la boue, commence à s'animer. On entend les premiers ordres, le claquement des culasses, le grondement des moteurs de camions. La guerre continue. Mais pour l'équipage d'un Jagdpanther, elle s'est terminée sous les débris d'une usine soviétique. Sokolov redescend dans l'écoutille. « Démarre », commande-t-il. « On a un horaire. » Le char prend vie. Le diesel reprend sa course rythmée. Les chenilles tournent, rejetant des mottes d'argile. Le T-34 contourne le tas de béton devenu tombeau sans le toucher. La machine avance, laissant derrière elle l'atelier détruit et la bête écrasée. Devant, encore des centaines de kilomètres de guerre. Encore des milliers de problèmes qui exigeront une solution. Mais cette leçon de physique, personne dans l'équipage ne l'oubliera jamais. La route est libre. Ce qui, 5 minutes plus tôt, était une impasse mortelle, un goulot d'étranglement où le bataillon aurait dû se vider de son sang, est redevenu une ligne opérationnelle. L'obstacle est éliminé. Pas par magie, pas par miracle, mais par un vecteur de force appliqué avec précision. Le moteur du T-34 rugit, prenant des tours. Les pots d'échappement crachent dans l'air humide des nuages de fumée noire. Ce son a servi de signal. Le marais, qui semblait mort, a commencé à s'animer. Des buttes grises, informes, couvertes de boue, ont soudain bougé, s'élevant de la fange. L'infanterie. Des hommes, plaqués au sol par le feu des mortiers et la peur devant la machine invulnérable, redressaient le dos. Des centaines de silhouettes en manteaux trempés se levaient de la boue. D'abord lentement, avec méfiance, regardant vers les ruines de l'atelier, puis plus vite, plus sûrement. Ils voyaient. Le canon qui les tenait en joue regarde maintenant le sol, comme une branche cassée. Ils entendaient. Le moteur allemand se tait. « En avant !» L'ordre résonna sur le remblai, repris par des dizaines de voix. Une vague humaine déferla sur la route. Cela ne ressemblait pas à une marche de parade. C'était le mouvement lourd et rauque d'hommes fatigués qui venaient de regarder la mort dans les yeux et l'avaient vue cligner. Les bottes clapotaient dans l'argile, pétrissaient la bouillie mêlée d'huile et de suie. Les soldats couraient près du char de Sokolov, le contournant des deux côtés, comme l'eau contourne un brise-lames. Le lieutenant se pencha de nouveau hors de l'écoutille. Il devait évaluer la situation, vérifier les chenilles, inspecter les instruments d'observation. Mais il regardait les hommes. Il courait à côté, à bout de souffle à cause de la course et de l'adrénaline. Visage gris, terreux, aux yeux enfoncés. Beaucoup ont du sable qui crisse sous les dents. Mais dans ses yeux, il n'y avait plus cette terreur animale qui les plaquait au fond du marais. Maintenant, il y avait la gaieté méchante et résolue des survivants. L'un des coureurs, arrivant à la hauteur de la tourelle, frappa de toutes ses forces avec la crosse de son fusil sur le blindage. « Merci, frérot !» Un cri rauque, une voix brisée. « Vas-y, le cambouis, fonce ! On a eu le Fritz, joliment eu !» Les coups de crosse sur le blindage résonnaient comme un roulement de tambour désordonné. Toc, 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 toc. Ce n'était pas une violation de la subordination, c'était le seul langage de gratitude accessible dans le vacarme. Le bois dur de la crosse contre l'acier dur de la tourelle, le son de la confiance. L'infanterie ne remerciait pas pour l'héroïsme, elle remerciait pour le professionnalisme. Parce que les tankistes n'avaient pas brûlé inutilement, mais avaient fait leur travail, ouvrant le passage.
Sokolov les regardait de haut. Il ne souriait pas. Son visage restait un masque, modelé par la tension et la suie. Dans sa tête, habitué à manipuler des chiffres, un compteur s'enclencha automatiquement. 1, 2, 10, 50. Peloton après peloton. Compagnie après compagnie. 200 hommes. Environ autant venaient de passer en courant à côté de sa machine. 200 unités d'effectifs. 200 fusils. 200 vies. S'il avait attaqué de front, comme l'exigeait le règlement et comme le criait le commandant de bataillon, le Jagdpanther l'aurait brûlé en 3 secondes. Et ensuite, il se serait occupé de l'infanterie. Les obus explosifs de 88 mm auraient transformé ce remblai en charnier. Ces gens qui courent maintenant, frappent sur le blindage et jurent, seraient morts. Leur corps gisant dans cette boue, déchiqueté. 200 hommes. Voilà le prix du calcul d'ingénierie. Voilà le véritable rendement de son cerveau. Pas un blindage percé, pas le métal ennemi en feu, mais cette masse vivante qui continue de fonctionner, de tirer et d'avancer. La colonne ralentit près des ruines de l'atelier. Les soldats ralentissaient le pas en passant devant le lieu d'exécution du canon automoteur allemand. Le spectacle fascinait même les vétérans du front. L'énorme dalle de béton gisait au sol, écrasant le monstre d'acier. De dessous le béton ne dépassaient que les galets et des morceaux de chenilles. Le blindage, qui semblait indestructible, était aplati comme une boîte de conserve frappée par une masse. « Regarde ces méniches !» La voix rauque d'un sergent d'infanterie. « Embouilli. Faut le faire quand même, sans dynamite, juste au poids. Il a de la tête, les tankistes, du travail d'ingénieur. » Sokolov entendait des bribes de phrases. Il regardait le canon du Jagdpanther dépassant des décombres. Ce n'était plus qu'un bout de tuyau. La physique avait vaincu l'idéologie. La gravité s'était avérée plus forte que l'acier Krupp. Il ressentait une satisfaction étrange et froide. Pas la joie du meurtre, mais la satisfaction de l'artisan qui a correctement résolu un problème complexe de résistance des matériaux dans des conditions extrêmes. « Camarade lieutenant !» Un cri d'en bas. Des infirmiers accoururent vers le char. Ils traînaient des blessés sur des toiles de tente, ceux qui avaient été touchés par les mines avant même le début du duel. « Dépose-nous au bataillon sanitaire, commandant. C'est à 3 kilomètres. On ne les traînera pas dans la gadoue. » Sokolov acquiesça. « Chargez sur la transmission. Seulement attention, ne bouchez pas les persiennes. Le moteur chauffe. » Les infirmiers commencèrent à hisser les corps lourds et mous sur l'arrière du char. Le sang gouttait sur la peinture verte du blindage, se mêlant à l'huile. Les blessés gémissaient quand on les couchait sur le métal dur. Mais c'était un métal chaud. La chaleur du diesel en marche les réchauffait, chassait le frisson de la perte de sang. Le char, créé pour tuer, s'est transformé en transport sanitaire. La machine de mort est devenue machine de vie. Sokolov regarda le visage de l'un des blessés. Un gamin, le visage blanc comme de la craie, les lèvres bleues, un éclat dans le ventre. Il regardait le ciel d'un regard vide, mais il respirait. Et il vivra, parce que la route est libre, parce que le char roule et ne brûle pas. Cette logistique de la vie était pour Sokolov plus importante que n'importe quelle médaille. Il a préservé une unité de combat, son équipage. Il a préservé le matériel, son char. Et il a préservé un bataillon d'infanterie, assurant l'accomplissement de la mission de combat. Efficacité. Voilà le mot qui tournait dans sa tête. La guerre est un gaspillage de ressources monstrueusement inefficaces. Mais aujourd'hui, dans ce combat précis, sur ce kilomètre de front, le rendement a été maximal. « Prêt, commandant, on peut y aller !» cria l'infirmier, s'installant à côté des blessés sur le compartiment moteur. Sokolov appuya sur le bouton de l'interphone. « Pilote, en avant doucement. On a des passagers. On ne transporte pas du bois.
le char démarra en douceur. Les chenilles cliquetèrent, s'engageant avec les barbotins. La machine tangua et rampa en avant, passant devant la tombe de béton de l'équipage allemand, devant les cratères, devant les arbres tordus. Le lieutenant se retourna une dernière fois vers les ruines. La poussière était presque retombée. Le tas de béton ressemblait à une partie naturelle du paysage, comme une pierre tombale aux ambitions des constructeurs du Troisième Reich. Ils avaient construit une machine idéale pour les duels dans la steppe, mais ils avaient oublié qu'il faudrait faire la guerre dans un monde où existent des maisons, la gravité et des ingénieurs russes. Devant, au-delà de la bande de fumée, on distinguait déjà les contours du village suivant. Là-bas, il y aura de nouveau le combat. Là-bas, il y aura de nouveau des canons, des mines et des embuscades. Mais cette ligne est franchie. Le problème est résolu. Sokolov descendit dans l'écoutille, fermant derrière lui le lourd couvercle. À l'intérieur, il faisait de nouveau sombre et étroit. Ça sentait la sueur et le métal chauffé. Il s'essuya le visage avec sa manche, étalant la boue. « Cap 030, dit-il dans le micro. Vitesse de marche. » Le char prit de la vitesse, emportant sur son blindage des vies sauvées et emmenant à l'intérieur un équipage qui avait vieilli d'un combat et gagné une éternité de sagesse. La guerre continuait, mais maintenant il savait. Même si tu n'as pas d'obus capable de percer le blindage, tu as toujours la physique. Et une tête pour appliquer cette physique. Le soir tombe sur les marais comme une couverture lourde et humide. Le fracas du combat est parti vers l'ouest, laissant derrière lui un silence résonnant, interrompu seulement par le craquement du métal qui refroidit et des explosions lointaines. L'air ici est dense, saturé de l'odeur de brûlé, de gazole imbrûlé et d'argile mouillée. C'est l'odeur de la guerre, qui s'incruste dans les pores et ne part pas pendant des semaines. Une Jeep Willys d'état-major s'approche des ruines de l'atelier où le Jagd Panther a trouvé la mort. Les pneus crissent sur la brique cassée. Un colonel sort de la voiture. Ce n'est pas un officier d'état-major de l'arrière aux épaulettes propres. C'est un homme au visage gris, buriné, sur lequel la poussière des routes s'est mêlée aux profondes rides de fatigue. Ses bottes sont dans la même gadoue de marais que celles des simples fantassins. Le commandant du régiment. L'homme responsable de milliers de vies et de centaines d'unités de technique. L'homme fonction, dont le travail est de transformer les ordres d'en haut en kilomètres de territoire capturé. Il fait lentement le tour du lieu du duel. Au crépuscule, le tas de béton sous lequel est enterré le canon automoteur allemand ressemble à un tumulus ancien. Le colonel a vu beaucoup de chars détruits. Il a vu des tourelles arrachées. Il a vu des coques brûlées jusqu'au sol. Il a vu des blindages déchiquetés. Mais ça ne cadre pas avec l'image habituelle de la guerre. Il s'arrête devant le canon, dépassant de dessous la dalle. L'énorme dalle de béton armé repose à plat, comme si on l'avait posée avec une grue. Dessous, 45 tonnes d'acier allemand transformées en une crêpe plate. Ni feu, ni fumée. Une mort froide, monumentale. Le colonel passe la main sur le bord rugueux du béton. Il essaie de comprendre la mécanique de ce qui s'est passé. Dans ses rapports, il y a des colonnes détruites par le feu de l'artillerie, à sauter sur des mines. La colonne, écrasée par un bâtiment, n'existe pas dans les rapports. « Lieutenant Sokolov !» La voix du colonel ne sonne pas fort, mais avec autorité. Sokolov se détache de son char, stationné un peu à l'écart. Il a l'air épuisé. Sa combinaison est noire d'huile et de sueur. Son visage est un masque sur lequel ne blanchissent que les yeux et les dents. Il s'approche au pas cadencé, mais dans chaque mouvement transparaît une fatigue mortelle. Il ne sait pas pourquoi on l'a appelé. Peut-être pour une récompense, ou peut-être pour une sanction pour consommation excessive de munitions et violation des instructions. À la guerre,
La frontière entre héros et criminels est souvent plus fine que du papier à cigarette. Camarade colonel, commandant du peloton de chars, lieutenant Sokolov, à vos ordres. Le colonel se tait. Il regarde le lieutenant, puis de nouveau le Jagd Panther écrasé. Il sort un porte-cigarette, fait claquer le couvercle. « Tu fumes ?» Affirmatif. Le colonel tente une cigarette. Ils allument. La flamme de l'allumette éclaire une seconde les plis durs près de la bouche du commandant de régiment. « Rapporte comment tu as fait ça. » Le colonel fait un signe de tête vers le tas de béton. « Mes artilleurs disent que tu as tiré des explosifs sur un char de 500 mètres. » Affirmatif, camarade colonel. Le premier, explosif. Règlement du service de combat des troupes blindées, section préparation au tir, le colonel parle d'un ton égal, comme s'il lisait un cours magistral. Pour la destruction de cibles blindées, utilisez des obus perforants, sous-calibrés ou à charge creuse. Le tir d'obus explosifs brisants n'est autorisé que sur des cibles légèrement blindées et sur la force vive. Tu as lu ça? Lu. Sokolov tire une bouffée, regardant droit dans les yeux de l'officier supérieur. Mais dans le règlement, il n'est pas écrit quoi faire quand le blindage frontal de l'ennemi n'est pas percé par l'obus standard et qu'il est impossible de contourner. Et tu as décidé de faire du bâtiment? Un sarcasme glisse dans la voix du colonel. Mais les yeux restent sérieux. De la démolition, camarade colonel. De la démolition technique. J'ai évalué la capacité portante des structures. Le support gauche était surchargé. La dalle tenait à la limite. J'ai juste retiré le point d'appui superflu. Le colonel a un petit rire. Il s'approche de l'endroit où se tenait auparavant la colonne. Maintenant, il n'y a là qu'un hachis de béton et d'armature tordue en nœuds. Il donne un coup de pied dans un morceau de brique. Ce n'est pas conforme au règlement, lieutenant. C'est de l'improvisation. Et l'armée tient sur la discipline et l'uniformité. Si chacun commence à faire la guerre selon ses propres règles, nous nous transformerons en bande. Tu as risqué la machine. Tu as risqué l'équipage. Tu as dépensé 4 obus pour abattre un poteau. Sokolov se tait. Il sait que le colonel a raison du point de vue de la bureaucratie. La bureaucratie exige un rapport. La bureaucratie exige que la mort de l'ennemi soit réglementée. Mais il connaît aussi une autre vérité. Camarade colonel, dit doucement Sokolov, si j'avais agi selon le règlement, nous y serions tous restés. Et mon équipage, et le char de tête, et l'infanterie qui est maintenant déjà à 3 kilomètres d'ici. Le Jagd Panther nous aurait cassés comme des noix. Le règlement a été écrit par des gens intelligents, mais aidant écrit dans des bureaux. Et ici, c'est la physique. Angle d'inclinaison du blindage 80 mm, ricochet 100%. J'ai choisi la seule solution qui donnait une chance. Le colonel le regarde longuement. Dans le silence, on entend le métal du canon automoteur écrasé refroidir. Un tintement fin et plaintif. C'est le son de la victoire définitive. Le colonel déplace son regard vers la route. Il voit les traces de centaines de bottes passer devant cet endroit. Les traces de gens vivants. Il comprend. Devant lui ne se tient pas juste un tankiste audacieux. Devant lui se tient un professionnel qui a su voir le champ de bataille non comme un stand de tir, mais comme un problème à variables. Et cette qualité est plus précieuse que le suivi aveugle des paragraphes. Selon le règlement, prononce lentement le colonel, recrachant la fumée. Selon le règlement, je devrais t'envoyer aux arrêts pour violation des règles de tir. Il fait une pause. Sokolov ne baisse pas les yeux. Mais on ne juge pas les vainqueurs, lieutenant. Surtout de tels vainqueurs. Le colonel jette le mégot dans la boue et l'écrase résolument de sa botte. Son visage change. Le masque du chef sévère s'en va, reste le visage d'un homme fatigué qui est heureux qu'aujourd'hui,
Dans le rapport des pertes, il y aura une ligne de moins. Il tend la main, une paume large, dure comme une semelle. Merci pour le service, fiston. Et pour ta tête claire, merci. Sokolov serre la main. Une poignée de main courte, ferme, virile, sans sentimentalité excessive. C'est la transmission du respect d'un professionnel à un autre. Je sers l'Union soviétique. Prends soin de ta tête, dit le colonel, en se dirigeant vers la voiture. Le casque, c'est bien, mais ce qu'il y a dessous est plus important. À la guerre, il y a beaucoup d'imbéciles, mais peu d'ingénieurs. On a encore Berlin à prendre. Il y a beaucoup de béton là-bas, tu auras du travail. Il monte dans la Willys. Le chauffeur enclenche la vitesse. La voiture fait demi-tour, éclairant les ruines de ses phares. Dans la lumière des phares, le Jagdpanther écrasé paraît particulièrement sinistre. Un monument à l'orgueil allemand, brisé par le calcul russe. Sokolov reste seul. La conversation est finie. Il n'y aura pas de tribunal. Il y aura un nouveau combat, de nouvelles tâches, de nouvelles équations. Mais ce moment, le moment de la reconnaissance de sa justesse, est plus important que n'importe quelle médaille. Le colonel a reconnu l'essentiel. La guerre, ce n'est pas seulement l'ordre et l'exécution. La guerre, c'est l'intellect. C'est la capacité de penser plus vite que ne vole un obus. Il retourne au char. L'équipage attend. Les gars ont vu comment le commandant parlait avec le grand patron. Ils ont vu la poignée de main. Il ne pose pas de questions, mais redresse les épaules. Si le colonel a serré la main, ça veut dire qu'on a tout fait correctement. Ça veut dire que notre lieutenant n'est pas fou, mais génial. Et avec un tel commandant, ils ont une chance de vivre jusqu'à la victoire. « Alors, commandant ?» demande le pilote, s'essuyant les mains avec un chiffon. « Il a engueulé ?»« Il a félicité », lance brièvement Sokolov. « Il a dit qu'il y a beaucoup de béton en Europe. Préparez-vous, on va casser. » Sokolov grimpe sur le blindage. L'air nocturne rafraîchit la peau échauffée. Il regarde les étoiles. Elles sont les mêmes que dans les manuels d'astronomie. Froides, lointaines, soumises aux lois de la mécanique céleste. Ici, sur Terre, les lois sont les mêmes. Simplement, le prix de l'erreur est plus élevé. Une erreur dans les calculs d'un pont, c'est un accident. Une erreur dans les calculs d'un combat, c'est la mort. Aujourd'hui, il ne s'est pas trompé. Quelque part au loin, sur la ligne d'horizon, les éclairs du feu d'artillerie recommencent à clignoter. Le front ne dort pas. L'énorme mécanisme de la guerre continue de broyer le fer et les hommes. Mais maintenant, Sokolov sait. Il n'est pas juste un rouage dans ce mécanisme. Il est opérateur. Il peut changer le cours des événements s'il utilise son calibre principal, l'intellect. Le silence se termine. Commence la nuit avant le prochain combat. Et cette nuit, ils la passeront vivants. C'est là le résultat principal de son calcul d'ingénierie. La nuit tombe sur la guerre, non pas selon l'horloge, mais quand la canonnade s'apaise. Le bataillon s'est arrêté pour la nuit dans une pinède clairsemée, camouflant les machines avec de branches de sapin. Les moteurs refroidissent, craquant de métal, comme des bêtes se couchant pour dormir après une chasse difficile. Ce son, la contraction thermique du blindage et de l'acier des cylindres, est la musique la plus paisible pour un tankiste. Si la machine refroidit, c'est qu'elle ne brûle pas. Il est interdit de faire des feux, mais dans des trous creusés selon les règles, couverts de toiles de tente, des braises rougeoient. On réchauffe de la viande en conserve, on fait bouillir de l'eau. Ça sent les aiguilles de pain, le tabac et cette odeur particulière, lourde, de corps non lavés et de combinaisons huileuses qui distinguent les troupes blindées. Ici,
Pas de parade. Ici règne le quotidien d'un atelier de réparation à ciel ouvert. Le lieutenant Sokolov est accroupi près de la chenille de 134. Dans les mains, un morceau de biscotte et une tasse d'eau bouillante. Il ne sent pas le goût. Il sent la tension se relâcher lentement dans les muscles de son cou. L'adrénaline a brûlé, laissant derrière elle un vide résonnant et une lourdeur de plomb dans les paupières. Autour de sa machine, des gens se rassemblent peu à peu. D'abord, les équipages des chars voisins s'approchent, puis arrivent les gars de la 2e compagnie. La rumeur sur le front va plus vite que la liaison radio. La nouvelle de la façon dont le chef de peloton a déshabillé le canon automoteur allemand sans gaspiller un seul perforant pour percer, a parcouru la colonne pendant la marche. Ils n'ont pas besoin de contes sur l'héroïsme. Ils ont besoin d'une technologie de survie. « Allez, montre, l'ingénieur », tonne le pilote du 3e peloton en s'essuyant les mains. « Comment tu l'as eu? On dit que tu l'as écrasé avec le toit. » Sokolov pose sa tasse sur un patin de chenille. Il voit ses visages dans les reflets des braises. Jeunes, vieux, brûlés, sales. Il le regarde non comme un héros, mais comme le porteur d'un savoir sacré. Ils savent, demain ou après-demain, nous entrerons en ville. Et la ville, pour un char, c'est la tombe. En ville, les distances se réduisent à un jet de grenade. En ville, les Allemands ont des Panzerfaust. En ville, les canons à long tube sont inutiles dans les ruelles étroites. Ils ont peur. Et cette peur est une réaction normale d'un organisme sain. Sokolov doit transformer cette peur en calcul. Il cherche des yeux quelque chose de convenable. Il trouve une brindille sèche et droite. Il gratte de sa botte la couche supérieure d'aiguille, mettant à nu le sable gris et compact. C'est son tableau. C'est son dessin. « Asseyez-vous plus près !» La voix de Sokolov est basse, mais dans le silence nocturne, on l'entend distinctement. La conversation sera concrète. Les tankistes se resserrent en un cercle dense, épaule contre épaule. Sokolov trace une ligne droite sur le sable. C'est le blindage d'un panthère ou d'un tigre. 80, 100, 120 mm, incliné. Il dessine un vecteur rebondissant sur la ligne. C'est notre but de 85. À une distance d'1 kilomètre, on ne le prend pas. De face, ricochet. Dans le masque, ricochet. Nous sommes pour lui une cible. C'est un axiome. Celui qui essaiera d'échanger des tirs avec eux de face selon les règles d'un tournoi de chevalerie brûlera. Il fait une pause. Quelqu'un soupire lourdement. Tout le monde le sait. Tout le monde a vu les bûchers fumants sur les routes. Mais un char, continue Sokolov en dessinant un carré, n'est qu'une machine. Et une machine dépend du milieu dans lequel elle se trouve. Nous entrons en Europe. Il y a beaucoup de pierres là-bas. Les maisons y sont vieilles, lourdes. Le lieutenant trace à côté du carré une petite maison schématique. Pas un dessin d'enfant, mais un schéma. Fondation, mur, plancher. Regardez ici. Tout bâtiment est un système d'équilibre. Les murs tiennent le toit. Les colonnes tiennent le balcon. Tout cela pèse vers le bas. Il pique la brindille dans la base du mur dessiné. En ville, l'Allemand se cachera dans les ruines. Il ne montrera que le front, cachant les flancs derrière la brique. Vous ne l'aurez pas. Mais la brique, ce n'est pas de l'acier de blindage. Sokolov trace la trajectoire de vol de l'obus. Pas dans le char, dans l'angle du bâtiment. Ne frappez pas de front, frappez dans le support. Angle de la maison, colonne porteuse, joint des dalles. À l'explosif. La brindille barre brusquement le mur dessiné. L'obus explosif brisant de 85 mm contient assez d'explosifs
pour faire sauter une maçonnerie d'une brique et demie. Si vous faites sauter l'angle, le deuxième étage descendra. Dans le cercle, c'est le silence. On n'entend que le crépitement du bois. Les tankistes absorbent l'information. Ce n'est pas une information politique sur le moral. C'est un mode d'emploi de la réalité. Deuxièmement, Sokolov dessine une rue, un couloir étroit. Ricochet, en ville, asphalte, pavé, mur des maisons. L'obus, frappant de pavé sous un angle aigu, ne s'enterre pas dans le sol comme dans un marais. Il glisse, il ricoche. Il trace une ligne qui frappe la terre devant le char et rebondit dans le fond non protégé. Si un tigre est derrière un coin et que vous ne voyez pas sa tourelle, frappez dans l'asphalte devant lui. Les éclats partiront en éventail du bas vers le haut. Ils ont là les galets, les chenilles, la transmission. Le blindage du fond est fin. Vous coupez la chenille par ricochet, il s'arrête. Et un char immobile en ville est un char mort. L'infanterie le finira. Et s'il est assis dans la cave, demande le chargeur de l'équipage voisin, un tout jeune garçon avec une main bandée. S'il est dans la cave, fais-lui tomber le plafond dessus, répond durement Sokolov. Ne perdez pas de temps à chercher l'embrasure. Faites tomber tout l'étage. La gravité est notre meilleure arme. Elle travaille gratuitement et sans rater. 1 tonne de béton est plus fiable que 100 grammes de TNT. Il efface le dessin de la paume et en trace un nouveau. Vecteur de force, angle de tir. Retenez la règle principale de l'ingénieur. Il faut casser là où c'est fin et pas là où c'est dur. Un char, c'est dur devant. Une maison, c'est fin en bas. L'Allemand pense que les murs le protègent. Votre tâche est de faire en sorte que les murs le tuent. Sokolov parle longtemps de comment déterminer un mur porteur à l'œil, du fait que la maçonnerie de briques craint les vibrations et le béton, le coup ponctuel dans l'armature, du fait que le bois des planchers brûle bien et qu'il est parfois plus simple de mettre le feu à la maison que d'en déloger les lanceurs de grenades. Il voit changer les yeux des auditeurs. Le désespoir s'en va. L'excitation des professionnels apparaît. Auparavant, il voyait la ville comme un labyrinthe de morts où de chaque fenêtre peut arriver un obus. Maintenant, il commence à voir la ville comme un ensemble de structures qu'on peut et doit détruire pour le bien de la cause. Camarade lieutenant, chez nous au village, il y avait une église en pierre. On l'a pilonnée 3 jours. Elle ne tombait pas, dit avec doute un commandant de canon moustachu. Parce que vous pilonniez par zone, coupe Sokolov. Mais il fallait frapper dans la voûte de l'arche, la clé de voûte. Tu fais sauter une pierre, tout le mur s'écroule. L'architecture est une science. La destruction est l'envers de cette science. Il jette la brindille dans le feu. La leçon est finie. La théorie doit devenir pratique. Demain, nous sortons sur la chaussée. Il y aura des ponts, des viaducs, des remblais. Regardez-les non comme un paysage. Regardez-les comme des problèmes. Cherchez les points faibles. Réfléchissez. L'obus vole vite, mais la pensée doit voler encore plus vite. Les tankistes commencent à se disperser, lentement, pensifs. On entend des bribes de conversation. « T'as entendu ? Faut taper dans l'angle. » Et moi je ne savais pas pour le ricocher sur les pavés. Il a de la tête, le gars, il dit des choses sensées. Ils vont vers leur machine, mais maintenant, ils regardent le monde différemment. Le savoir est devenu leur blindage supplémentaire. Sokolov a transformé la terreur chaotique de la guerre en un travail compréhensible, bien que complexe. Il leur a donné un instrument de contrôle sur la situation. Son propre équipage s'approche de Sokolov. Le tireur regarde le commandant avec une fierté non dissimulée. Maintenant, il n'est plus juste un tireur. Il est assistant de l'ingénieur en chef de démolition.
Dormir, commande Sokolov. Demain lever à 4h00. Vérifier le chargement. Prendre des explosifs au-delà de la norme. Les perforants, seulement pour le cas extrême. Reçu, commandant, répondent-ils en chœur, presque joyeusement. Sokolov grimpe sur la transmission, déplie sa veste ouatée huileuse. La chaleur du moteur perce à travers la ouate. Il ferme les yeux. Devant son regard intérieur, pas d'image effrayante de combat, pas de cadavre, ni de feu. Devant ses yeux flottent des dessins, des diagrammes de tension, des schémas de nœuds. Il ne se sent pas un héros. Il se sent un professeur dans une école de survie où un 0 dans le carnet signifie un cercueil en zinc. Et aujourd'hui, il a donné une bonne leçon. Aujourd'hui, il a armé non seulement son char, mais aussi les esprits d'une dizaine d'autres équipages. Et cela signifie que les chances d'arriver à Berlin sont devenues un peu plus grandes. La statistique de survie s'est décalée d'une fraction de pourcent en leur faveur. Et dans le monde du calcul d'ingénierie, même une fraction de pourcent a de l'importance. La forêt bruisse à la cime des pins. Quelque part loin, à l'ouest, le ciel est éclairé par la lueur des incendies. La guerre ne s'arrête pas une minute. Mais ici, dans le petit camp au milieu des marais, les gens dorment plus tranquilles. Ils savent quoi faire. Ils savent que le béton aussi est mortel et que l'acier allemand plie si on lui applique le bon levier. Sokolov s'endort. Dans sa main, fourré dans sa poche, ses doigts serrent machinalement le métal froid d'un pied à coulisse. Son talisman personnel. Un instrument de mesure dans un monde où tout cessait de détruire toute mesure. La nuit est descendue sur la ligne de front comme un rideau dense et impénétrable. Le duel d'artillerie à l'horizon s'est tu, comme si des géants fatigués s'étaient couchés pour dormir. Le silence ici, sur le front, n'est jamais absolu. Il est toujours rempli de sons. Le bruissement du vent dans les cimes des pins, le grondement lointain des tracteurs, le crépitement des moteurs refroidissants, le ronflement des soldats endormis. Mais après le fracas infernal du combat, ce silence relatif semble ouaté, assourdissant. Il pèse sur les oreilles plus fort que l'explosion d'un obus. Le lieutenant Sokolov ne dort pas. Il est assis dans un abri peu profond, creusé sur 3 rangées de rondins. Au-dessus, des rondins et un demi-mètre de terre, protection fiable contre un éclat perdu. À l'intérieur, ça sent l'humidité, la moisissure de terre et le brûlé âcre. La source de lumière est une lampe fumeuse artisanale, faite d'une douille aplatie d'obus de 45. La mèche, plongée dans le gazole, fume, rejetant dans l'air des flocons noirs de suie, mais donne une petite langue de flamme jaune tremblotante. Sur les genoux de Sokolov, une tablette. Sur la tablette, une feuille de papier gris et grossier. Dans la main droite, un crayon. La mine est émoussée, mais il n'a pas la force de la tailler. Il écrit une lettre. « Bonjour maman. Bonjour père. Je vous écris d'une halte. Je vais bien. En vie, en bonne santé. On nous nourrit bien. Il fait un temps chaud, estival. » Le crayon se fige. Sokolov regarde la flamme dansante de la lampe. Quoi écrire d'autre? Écrire qu'aujourd'hui, il a écrasé 5 personnes avec une dalle de béton? Écrire qu'il ne reste de l'équipage allemand qu'une tache humide mêlée à de l'huile? Écrire que ses mains tremblent encore de tension et que le grincement de l'acier qui rompt résonne dans ses oreilles? Non, ils n'ont pas besoin de savoir cela. L'arrière doit dormir tranquille. L'arrière doit croire que la guerre est un travail et non une boucherie. Les parents ont besoin d'un simple mensonge. Tout est normal. Ils n'ont pas besoin de la vérité complexe sur la résistance des matériaux et la limite de solidité du corps humain. On prend soin de ma machine. L'équipage est bon. Les gars sont débrouillards.
Nous sommes maintenant dans les forêts. Les endroits ici sont beaux, ressemblant un peu aux nôtres, près de Moscou. Il ment. Les endroits ici sont terribles. La forêt est labourée de cratères. Les arbres sont étêtés, comme coupés par une faux géante. Les marais sont farcis de mines et de corps pourrissants qu'on n'a pas le temps d'enterrer. Mais le papier supporte tout. Le papier est aussi un matériau de construction, seulement pour la construction d'illusions. Sokolov pose le crayon. La lettre est courte, seulement quelques lignes. Il n'y a plus de mots. Les émotions ont brûlé avec la poudre dans les douilles. Il ne reste que la fatigue et une douleur sourde et lancinante dans les tempes. Il plie soigneusement la feuille en triangle. Adresse de la poste de campagne, nom de famille. Tout est net selon le règlement. Sa main se tend vers la poche de poitrine de sa vareuse. Là, à côté de sa carte du parti et de la photo, se trouve un objet qui n'a pas de rapport avec la guerre. Sokolov le sort. Le métal glace les doigts. Le pied à coulisse. Un instrument de l'autre vie. Lourd, chromé, fait consciencieusement bien avant la guerre. Il n'y a pas la moindre tache de rouille dessus. Sokolov le garde plus précieusement que son pistolet de service TT. Le pistolet est un instrument de mort. Le pied à coulisse est un instrument de vérité. Un instrument de création. Il approche l'instrument de la lumière de la lampe. L'échelle du vernier brille. 10e de millimètre. Précision. Dans un monde où tout se mesure en kilomètres de front et en tonnes de TNT, cette précision semble quelque chose de sacré. Sokolov déplace le cadre. La molette de micro-ajustement tourne doucement, avec un chuintement à peine audible. Ajustement parfait des pièces. Aucun jeu. L'harmonie de la mécanique. Le lieutenant regarde ses mains. Grossières, avec la noirceur incrustée dans la peau, aux ongles cassés, aux phalanges abîmées. Des mains de tueurs. Des mains de destructeurs. Et pourtant ces mains ont appris à tenir un tire-ligne. Ont appris à tracer des diagrammes. Ont appris à calculer les fermes de ponts ferroviaires. J'ai appris à construire, pense Sokolov, en regardant les becs pointus du pied à coulisse. J'ai appris à créer ce qui doit durer des siècles. Des ponts reliant les rives, des usines donnant du travail, des maisons donnant de la chaleur. Mon projet de diplôme était un pont en arc sur la Volga. Calcul des charges, pression du vent, dilatation thermique. Une belle construction ajourée. Et maintenant, il utilise ses connaissances à l'envers. Il calcule non pas comment construire, mais comment casser. Il cherche non pas la solidité, mais la faiblesse. Il regarde un bâtiment et voit non pas l'architecture, mais le schéma d'effondrement. Il regarde un pont et estime où placer la charge pour que la travée tombe dans l'eau le plus efficacement possible. Son cerveau, affûté pour la création, s'est transformé en un mécanisme parfait de destruction. L'ingénieur est devenu un sapeur à l'envers. C'est une tragédie professionnelle dont on n'écrit pas dans les journaux. L'architecte devenu bourreau des villes. Sokolov mesure l'épaisseur de la boîte d'allumettes. 14,2 mm. Action insensée, mais elle calme. Elle rend la sensation de contrôle. Tant qu'il peut mesurer le monde avec une précision au 10e, il reste un homme. Il reste un ingénieur, et pas juste de la chair à canon dans une boîte en fer. Dehors, quelque part très loin, un obusier lourd tonne. La terre dans l'abri tressaille à peine visiblement. Un mince filet de sable coule du plafond, tombant sur la feuille de la lettre. Quand tout ça finira, la pensée vient d'elle-même, calme et timide. Quand on achèvera la bête, je reviendrai. J'entrerai en thèse. J'oublierai la balistique de l'obus perforant.
Je calculerai les poutres à la flexion. Je construirai. Je construirai une maison telle qu'elle ne s'écroulera pas, même si on tire dessus au canon. C'est un rêve. Lointain, presque irréel. Pour l'instant, des milliers de kilomètres de feu et de béton l'en séparent. Berlin, Varsovie, Königsberg l'en séparent. Des villes forteresses. Des villes qu'il devra transformer en ruines pour survivre. Pour que ces lettres triangulaires arrivent au destinataire. Paradoxe de la guerre, pour construire dans le futur, il faut détruire dans le présent. Pour préserver la vie, il faut devenir un maître de la mort. Il tourne de nouveau la molette du pied à coulisse. Avant-arrière, avant-arrière. Méditation de technocrate. Ce petit appareil est son encre. Il lui rappelle que le monde ne se compose pas seulement de chaos et de boue, qu'il existe des lois de la physique qui sont immuables, qu'il existe un ordre. Et si lui, le lieutenant Sokolov, a pu utiliser ces lois pour vaincre aujourd'hui, cela signifie que la raison est tout de même plus forte que la folie. Sokolov soupire, lourdement, avec un râle dans la poitrine. Il range le pied à coulisse dans sa poche, plus près du cœur, qu'il reste là, qui chauffe. C'est son lien avec la vie normale, où les gens portent des costumes et non des combinaisons, et tiennent dans les mains des règles à calcul et non des leviers de commande de char. Il souffle la lampe, l'abri plonge dans l'obscurité totale. L'odeur de brûlé s'intensifie. Maintenant, on n'entend que sa propre respiration et le battement du sang dans les oreilles. Demain, de nouveau le combat. Demain, de nouveau chercher les vulnérabilités, calculer les angles, évaluer les ricochets. Demain, de nouveau transformer la belle architecture européenne en tas de briques cassées. C'est son travail. Un travail dur, sale, nécessaire. Dors l'ingénieur, se dit-il à lui-même dans le noir. Les ponts attendront. D'abord, il faut dégager le terrain. Il ferme les yeux, mais le sommeil ne vient pas. Devant ses yeux se tient encore la dalle qui tombe. Et des chiffres. Des colonnes infinies de chiffres, de formules, de vecteurs. La guerre s'est installée dans sa tête, occupant la place réservée au plan de pont. Mais il sait, un jour, il l'en chassera. Il prendra du papier à dessin, prendra son pied à coulisse et tracera la première ligne du nouveau monde. Un monde où le béton sert à la vie et non à la mort. Et pour l'instant, le silence. Le silence incertain, inquiétant du front avant l'aube. La lettre est sur la table, prête à partir vers l'arrière. Triangle d'espoir, plié par les mains sales d'un destructeur qui rêve de devenir bâtisseur. Des décennies ont passé. Le temps est l'abrasif le plus impitoyable. Il efface les villes, les noms et le métal, transformant la douleur aiguë de la mémoire en une histoire lisse et froide. Nous sommes dans un autre monde. Ici, c'est calme. Ici, il n'y a pas d'odeur de brûlé et de décomposition, pas de sifflement de ricochet et de rugissement déchirant de diesel. Ici, ça sent la pelouse tondue, le granit chauffé et la poussière urbaine. Mémorial. Une immense place pavée de dalles de béton. Ce n'est pas ce béton qui s'effritait sous les obus en 1944. C'est un béton d'apparat, poli, créé pour l'éternité et non pour la guerre. Sur un piédestal, figé dans un élan éternel, se dresse un T-34. Son blindage est couvert de couches de peinture verte fraîche, les chenilles sont soudées à mort aux poutrelles d'acier, les écoutilles sont soudées. Il n'est plus une machine de combat, il est un symbole. Il est le moulage de lui-même, privé de mécanique interne, privé d'équipage, privé de vie. Les touristes passent devant, glissant des regards indifférents sur le blindage incliné. Pour eux, c'est juste un monument, un artefact d'une époque ancienne,
comme le glaive d'un légionnaire romain ou un fusil à silex. Au pied du char se tient un vieillard. Il s'appuie sur une canne, mais son dos est droit. La vieillesse a desséché son corps, transformant les muscles en tresses nerveuses, mais n'a pas pu éteindre le regard. Les yeux sous les épais sourcils gris regardent le char non comme un monument. Il regarde avec acuité, professionnellement, en évaluant. Il ne voit pas la peinture verte, mais les soudures grossières du temps de guerre, faites par des adolescents dans les usines de l'Oural. Il voit les bosses sur les galets. Il voit l'éclat sur le masque du canon, trace d'un éclat qui aurait pu tuer, mais n'a fait qu'érafler l'acier. C'est Sokolov, l'ingénieur qui a survécu, le bâtisseur qui est revenu à la création. Ses mains, posées sur le pommeau de la canne, sont couvertes de taches pigmentaires et d'un réseau de rides. Mais ce sont toujours les mêmes mains qui tenaient autrefois les leviers de commande et traçaient des schémas d'effondrement sur une tablette sale. À côté de lui, sautillant d'impatience, tourne un gamin de 7 ans environ. Le petit-fils, il porte une veste vive, un smartphone à la main. Pour lui, ce char est un énorme jouet cool d'un jeu vidéo. Il ne sent pas le froid de la mort émanant du métal. Il ne voit que la forme. « Papy! Hé, papy !» La voix claire du garçon coupe le silence du mémorial. « C'est ton char? Tu conduisais ça ?» Sokolov tourne lentement la tête. « Ça, oui. » Sa voix est sourde, grinçante comme une charnière non graissée. Seulement, l'autre était plus sale et plus bruyant. Le garçon court vers le parapet de granit, tend la main vers la chenille. Le métal est froid, rugueux. « Papy, et tu as été un héros ?» demande-t-il en se retournant. Les yeux brillent de curiosité. « Tu as tué beaucoup de fascistes ?» Pachka du CE1 dit que son arrière-grand-père a tué 100 personnes. Et toi ? Le vieillard a un petit rire. Un sourire amer, à peine perceptible, touche les coins des lèvres. La question de l'enfant est simple et cruelle. Dans le monde des enfants, la guerre est une compétition de tir, où gagne celui qui a le plus de frags. Comment expliquer à ce garçon, vivant dans un monde de plastique et d'Internet, ce qu'est la vraie guerre? Comment expliquer que le meurtre n'est pas un but, mais une nécessité lourde et sale? Comment raconter l'odeur de la chair brûlée, le craquement des os sous les chenilles, les mathématiques de la survie? Sokolov s'approche. Il pose la main sur l'épaule du petit-fils. La paume est lourde, chaude. « Je n'étais pas un tueur, fiston, » dit-il doucement, mais fermement. « J'étais ingénieur. » Ingénieur ? Le garçon traîne le mot avec déception. Comme papa ? Mais les ingénieurs sont assis au bureau et comptent. Et à la guerre, il faut tirer. À la guerre, petit, il faut d'abord penser. Sokolov tape de sa canne sur la dalle de béton. Le son est sec, net. Tirer, n'importe quel imbécile sait le faire. On appuie sur le bouton et ça part. Mais toucher de façon à sauver 100 vies avec un seul obus, ça, c'est du travail pour la tête. Nous, on comptait juste bien. On comptait les angles, on comptait les secondes, on comptait la solidité. Il regarde le char. Dans sa mémoire remonte ce jour-là. Juin, le marais, les ruines de l'atelier. Le Jagdpanther, écrasé par la dalle de béton. Il n'a pas tiré sur lui une seule fois pour tuer l'équipage. Il a tiré sur la structure. Il a vaincu non par la haine, mais par la connaissance. « Tu vois cette machine ?» continue le grand-père, pointant sa canne sur le canon de 85 mm. « C'est un marteau, un gros marteau, lourd. Mais sans tête intelligente, le marteau ne peut que s'écraser les doigts. Nous étions ceux qui savaient où frapper. » Le garçon se tait, digérant ce qu'il a entendu.
C'est difficile à comprendre pour lui. L'héroïsme, dans sa conception, ce sont des yeux brûlants et un drapeau dans les mains. Et grand-père parle de calcul. « Et tu as eu peur ?» demande-t-il plus doucement. Sokolov regarde au loin, par-dessus les arbres du parc. « Oui, » répond-il honnêtement. « On a peur quand on ne connaît pas la solution du problème. Quand on a une équation devant soi et la mort comme réponse. Mais quand on trouve la solution, la peur s'en va. Il ne reste que le travail. Des gens passent, de jeunes couples avec des poussettes, des groupes d'adolescents bruyants sur des skates, des femmes avec des sacs. La vie suit son cours. Ils rient, discutent, parlent au téléphone. Ils ne pensent pas que sous leurs pieds, c'est du béton et non un marais. Ils ne pensent pas que cette journée paisible est payée par le calcul d'ingénierie précis de millions de gens comme Sokolov. Le vieillard les regarde. C'est eux, son principal monument. Pas les stèles de granit, pas les couronnes de bronze, pas ce char sur son piédestal. Le monument, ce sont eux. Les gens vivants. Les descendants de ces 200 soldats qui ont couru alors sur la route ouverte devant le canon automoteur écrasé. Les enfants de ceux qu'il a sortis sur le blindage vers le bataillon sanitaire. Les petits-enfants de ceux qui n'ont pas brûlé dans ce goulot d'étranglement parce que le lieutenant Sokolov s'est souvenu de son cours de résistance des matériaux. L'arbre généalogique de la vie qui n'a pas été coupé à la racine, mais a continué de pousser. Dans chaque poussette que pousse une jeune maman, gît le résultat de ce combat. Dans chaque rire d'étudiant, résonne l'écho de ce tir sur la colonne. C'est la logistique de la survie de la nation. « Viens, papy !» Le garçon le tire par la manche. « Maman a promis une glace !» Sokolov acquiesce. Il jette un dernier regard au T-34. « Dors tranquille, la ferraille, pense-t-il. Tu as fait ton temps. Nous avons fait notre temps. Maintenant, c'est leur tour. » Il déplace son regard vers le petit-fils. Dans ce petit homme réside l'avenir. Peut-être qu'il deviendra ingénieur, lui aussi. Il construira des vaisseaux spatiaux ou de nouvelles villes. L'essentiel, c'est qu'il n'ait pas à calculer comment détruire les anciennes. « Allons-y », dit Sokolov. Il s'éloigne dans l'allée, le vieillard et l'enfant, le passé et l'avenir. La caméra monte lentement, les laissant petites silhouettes sur fond d'immenses mémorials. Le regard à vol d'oiseau embrasse le parc, les quartiers urbains, les routes encombrées de voitures, les boîtes en béton des maisons, les ponts jetés sur les rivières, les cheminées d'usines. Tout cela est debout, tout cela fonctionne. Une immense et complexe structure d'ingénierie appelée vie paisible. Elle ne tient pas par magie. Elle tient sur des fondations coulées dans le sang et la sueur. Elle tient sur le fait qu'un jour, à l'heure la plus terrible de l'histoire, l'esprit russe s'est avéré plus dur que le béton allemand. Et tant que cet esprit est vivant, tant que cette étincelle se transmet du grand-père au petit-fils, du maître à l'élève, la structure tiendra.